Tu sais qu'aujourd'hui, quand je vois des photos ou des vidéos, parce que les vidéos, on peut pas les truquer, j'ai l'impression que c'est mes photomontages d'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place nulle part. Après, on n'aime pas. Hein. Moi, je respecte toujours leur travail, je le répète suffisamment dans les podcasts, mais je trouve que c'est allé trop loin et que si on revient pas un tout petit peu en arrière, au moins chez les amateurs, avec peut-être cette nouvelle catégorie, moi, je perdrais tout intérêt, puisque l'intérêt premier que j'avais, c'était l'esthétisme que je retrouvais dans les physiques comme le tien, Francis. À ta génération, j'apprécie aussi beaucoup Bob Paris, Berry Demey, Lila Brada, enfin toute cette équipe, et un tout petit peu avant, Mohamed Makawi, Frank Zane, etc. Donc, Samir Banout. Samir Banout aussi énormément, hein, bien sûr. Hervé, ton point de vue? Moi, mon point de vue, pour moi, ça s'est arrêté. Pour moi, la beauté physique s'est arrêtée à du Kevin Levron, Flex Wheeler, Sean Ray. 90. Après fin reste, 90. je suis désolé, ça ne me plaît plus du tout. Voilà. Toi, Francis, d'après toi, cette vague old school, même dans des physiques plus énormes, mais il a raison de le dire. Hein. D'ailleurs, on fera une aparté tout à l'heure sur Kevin Lovren qui annonce un comeback à 50 ans. Donc, qui va sans doute défrayer la chronique après que toi tu l'aies fait, mais on y reviendra tout à l'heure. Pour toi, le old school avec des tailles toutes petites, des physiques en X, même dans les années 90 avec des gros mastodontes, ça s'est arrêté là, Francis, ou un petit peu avant? Oui, moi je rejoins ce que disait Hervé. Les années 2000 ont vu les derniers bodybuilders professionnels esthétiques, symétriques, proportionnés, plaisants pour l'œil. Et je cite à peu près les mêmes. Je dirais, oui, effectivement, Sean Ray. Flex Wheeler. Et puis, Kevin Levron, là, je pense que lui, en 92, il était encore bien. Mais ensuite, il a voulu suivre et battre à tout prix. Il a quand même suivi la tendance des champions, style Dorian Yates, etc. Puisque bon, son objectif, c'était gagner l'Olympia. Alors, je te rejoins, Hervé, quand tu disais que ça va dépendre de la demande. Si les critères de jugement demandent d'avoir un certain format, ben, il est sûr qu'on va essayer de représenter donc les critères de jugement, et c'est ce qui s'est passé avec Kevin Levron. En 92, il était encore superbe. Quand il était amateur, lorsqu'il remporte Monsieur USA, le champion d'Amérique, et puis aussi la nuit des champions, et puis lorsqu'il fait deuxième à l'Olympia derrière Dorian Yates qui remporte pour la première fois, effectivement, Kevin était encore superbe. Je me rappelle, puisque on est parti ensemble avec Kevin 2 semaines en Jamaïque. Et on a partagé la même suite, la même chambre d'hôtel. Et Kevin, à l'époque, avait encore un super physique, assez esthétique. Il avait de la qualité musculaire. Et c'est vrai que après, dès que il a été battu par Dorian Yates, il a changé un petit peu son fusil d'épaule. Et puis il a commencé à prendre de plus en plus de masse et il a gagné de plus en plus de volume musculaire pour se présenter 5-7 kilos plus lourd après les années qui ont suivi. Une question pour vous deux, on va commencer par Hervé. Son retour, tu en penses quoi, Hervé? Mais son retour, bon, déjà, je l'attends avec impatience, et je pense que je suis pas le seul, parce qu'il revient de très loin. Hein. Il revient vraiment de très très loin. Et je pense qu'il peut, je pense qu'il peut créer une surprise. Moi, je dis pas que pour détrôner. Non, détrôner. Mais je pense qu'il peut montrer que c'est possible, parce qu'il a un mental vraiment pour revenir à au niveau. Et les Américains disent qu'il a il est une genetic freak, c'est-à-dire qu'il a vraiment une génétique de dingue, hein, aussi, Francis. Hein. Oui, absolument. Son corps répond super bien à l'entraînement et puis au reste, mais il répond super bien. Il progresse de semaine en semaine. Moi, je le suis un petit peu sur son réseau social, tu vois, sur ses réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on le voit évoluer en format et en qualité en très peu de temps, c'est assez impressionnant. Oui, les avantages sont là, c'est-à-dire qu'il a quand même une expérience par rapport à toutes les préparations qu'il a faites
pour les compétitions pro, pour les grandes rencontres comme l'Arnold Classic, l'Olympia. D'ailleurs, il a remporté l'Arnold Classic aussi. Maintenant, l'handicap, c'est qu'il est resté très longtemps sans faire de la compétition. Alors, arrivé le jour J, l'heure H, 13 ans. en étant dans une grande forme, après 13 ans d'absence, c'est possible, mais ça va être difficile. Alors, pourquoi j'en parle? Ben, j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait un comeback après 14 ans d'arrêt en compétition. Je me suis arrêté en 92, j'ai préparé l'Arnold Classic en 93, et puis je décide d'abandonner à la suite d'une grave blessure au pectoral droit. Et donc je mets fin à ma carrière à partir de là. Et puis après, ça a commencé à me démanger de plus en plus, puisque je faisais des démonstrations un peu à travers le monde, et puis des démonstrations surtout au FIBO pour lancer ma gamme de produits IBM, Benfato Nutrition. Et donc, je me mettais régulièrement en forme. Et puis, l'idée m'est venue en tête, forcément. Pourquoi ne pas faire un comeback et essayer de faire un des meilleurs comebacks de l'histoire du bodybuilding. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait un comeback 14 ans après. Aujourd'hui, en tout cas, tu restes la référence. Il risque de venir te chatouiller, mais ça reste, tu restais jusque-là la référence en termes de comeback. Absolument, oui, je pense que... c'est-à-dire que je suis revenu plus lourd, plus dur, plus sec que jamais, avec un gros handicap, donc une déchirure quand même au pectoral droit. Donc ça, pour moi, ça a été une performance. Et tu as battu notamment avec ce gros handicap. Hein, puisque si j'avais pas eu la rupture au pectoral, je pense que j'aurais pu rentrer dans les 3 premiers, prendre la place de Vince Taylor ou peut-être la place de Lee Priest. Voilà. Par contre, on est Roquette qui sait pourquoi pas remporter le Grand Prix d'Australie. Exactement, ça me fait penser tout ceci que on parle de old school. Dans le mot old school, il y a old, c'est-à-dire vieux, ancien, hein, on va dire ancien plutôt. On s'aperçoit qu'avec Dexter Jackson, qui est Monsieur Olympia 2008, qui flirte à chaque fois avec où il est vainqueur dans les Arnold Classic, ou alors il flirte avec Monsieur Olympia hein, en faisant 2e ou 3e. Aujourd'hui, on a des bodybuilders. Je crois. Hein. Oui. Hervé, tu te rappelles de la place de Dexter Jackson au dernier Olympia? 5, non? Dernier Olympia? Oui. Dernier Olympia. Maintenant, j'ai un trou de mémoire. Donc... Je crois qu'il fait 5. C'est mes souvenirs. Non, je crois qu'il finit 2. Je crois qu'il fait 2e, hein, Francis. Hein. Il fait 2e, hein, oui. Il passe devant Roden, il passe devant les autres. Hein. Pardon, oui. Non, là, on parle de Monsieur Olympia. Hein. Oui. Alors, Monsieur Olympia. Oui. Dexter Jackson, il fait 2e à Monsieur Olympia en 2016. Oui, il n'y avait pas Kai Green, donc on a su cette histoire. Non, il n'y avait pas parce qu'il y avait cette histoire au niveau. Moi, Hervé, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Oui, sachant quand même qu'il n'a pas fait de comeback, Dexter, il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté, donc, lui. C'est quand même une performance, puisque Arnold lui a demandé son âge, donc samedi soir, et Dexter a répondu, je crois qu'il avait 46 ans. Donc, à 46 ans, après toutes les compétitions qu'il a en dessous de sa ceinture, et là je fais référence à la boxe, hein, Hervé, under the belt, je dis que c'est un exploit. C'est quand même fantastique. Donc, tout ceci pour prouver que malgré tous les détracteurs, encore une fois, le culturisme, ça conserve. Si on fait bien les choses au-delà de la génétique que l'on peut avoir. Juste un petit mot, un tout petit mot. Je voulais pas oublier, par contre, dans le New School, on a quand même un représentant français que moi je classe dans les physiques esthétiques. Je voulais pas oublier Beyeke que tu as vu, Francis, là, il y a quelques jours. Donc, oui, je l'ai vu samedi soir. Qui a fait 3e derrière Holly Winkler et Dexter Jackson. Pardon, Dexter Jackson en premier, Winkler en 2e et lui 3e. Un physique quand même qui lui est, dans les classiques physiques mais avec le volume en plus. Oui, Lionel Beyeke, c'est la version Flex Wheeler 2016 Ouais, ou un Nubray version année 2000. Un peu plus de volume musculaire que Flex, puisque j'ai eu la chance, l'opportunité de faire des compétitions avec Flex en Europe et aux États-Unis. Et Lionel est un petit peu plus volumineux que Flex Wheeler, mais c'est le même type de physique, petit bassin, taille extrêmement fine, de beaux muscles harmonieux, très rond, très galbé, des cuisses exceptionnelles. D'ailleurs, je lui ai dit, parce que j'ai un petit peu coaché Lionel, j'étais à côté des juges. Hein. Il y avait les juges, et j'étais à côté des juges, à la gauche des juges, donc.
Et quand Lionel était en comparaison, ben, je l'ai un petit peu coaché, hein, Cocorico quand même. Hein. La France représentée par Lionel Beyeke. Et donc, je lui ai dit, Lionel, tu prends Dexter sur les cuisses. Tu as les cuisses plus séparées. Et je le motivais, tu vois. Et donc, c'est vrai, Lionel Beyeke, c'est un physique harmonieux, esthétique, proportionné. Mais il se peut que Lionel écoute ce podcast. Et je dirais, Lionel, il faut absolument que tu arrives à être un petit peu plus défini. C'est ça. Pour vraiment te placer. Moi, j'ai toujours dit que Lionel a le potentiel génétique, le physique et les qualités physiques qui conviennent pour rentrer dans le top 5 à l'Olympia. Et pourquoi pas remporter un Arnold Classic, etc. Il a le physique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument qu'il joue le jeu de la qualité, qu'il joue le jeu de l'esthétique, qu'il joue... en fait, il faut qu'il devienne un Dexter Jackson version encore plus esthétique et un petit peu plus volumineux que Dexter, sur certains muscles. Ils étaient en comparaison régulièrement avec l'Hollandais Winkler, Dexter, et puis Lionel. Donc Lionel, régulièrement, il venait en comparaison. C'était les trois plus volumineux et les trois plus en forme de l'Arnold classique sud-africain. Hervé, toi, tu penses bien sûr que du bien de Lionel. Ben moi, Lionel, je pense comme toi, hein, c'est qu'il évolue en gardant une petite taille, et c'est ce qui change tout. Ouais, c'est ce qui change tout, contrairement à certains qui ont la taille qui s'épaissit en même temps que le volume musculaire, ce qui fait que l'esthétisme, après, c'est terminé. French Warren, voilà. J'ai vu des photos de lui il y a 15 ans et maintenant, mais c'est plus le même du tout. Je ne sais pas si il prend conscience quand il regarde les photos, mais il était magnifique. C'était un athlète magnifique. Je te montrais des photos. Notamment, Hervé, tu te rappelles lorsqu'il fait deuxième à Monsieur Olympia, Branch Warren? Je ne me souviens pas, non. C'est là où il était le mieux. Il était très défini. Et puis, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je disais au préalable. Lorsqu'on est défini, on devient plus esthétique. Et avec tout le respect que j'ai pour Branch Warren, pas forcément il a si massif. Un physique harmonieux, esthétique. Mais le fait d'avoir été à un point de définition maximal dans sa carrière, lorsqu'il fait deuxième à l'Olympia, ça l'a rendu plus esthétique. Maintenant, de là à dire qu'il est esthétique, non. Bon. Plus jeune, il avait, Hervé, il a raison, j'incrusterai des photos, plus jeune, il avait une ligne quand même beaucoup plus jolie, il était moins tassé, moins épais, mais bon, ça restera pas, je pense... Il faisait 70 kilos. Sans doute, en tout cas plus léger, oui, bien sûr. Pour revenir donc au sujet qui nous amène aujourd'hui à discuter tous les trois, le old school, pour moi, ça veut dire aussi, toutes ces images que l'on voit dans Pumping Iron, j'y reviens, où on voit Arnold s'entraîner. Il y a plein d'images qui sont ressorties par la suite du making-of. On voit des mouvements de base, on voit des écartés haltères, on voit bien sûr le développé couché, on voit des rowing poulies basses. Là, j'aimerais m'adresser à Hervé, avant de m'adresser à toi, Francis, parce qu'Hervé, donc, comme il a son home gym, donc assez performant, j'essaierai d'incruster quelques petits montages, quelques petites vidéos. Hervé, toi, tu t'entraînes justement old school. Dis-nous un petit peu ce que c'est et quel est ton entraînement? Alors, et pourquoi tu utilises aussi ce style d'entraînement? Ce style d'entraînement, déjà, parce que c'est le seul qui a fonctionné sur moi. Comme disait Francis dans des anciens podcasts, toutes les techniques ont fait des champions. C'est vrai. Mais après, je pense qu'il faut garder celle qui fonctionne au mieux. Individualisé. Comme dit Francis, au plus sur le... On connaît les expressions de Francis, ouais. Sur son propre physique. Donc moi, j'ai un petit home gym de 30 mètres carrés. Ce qui fait qu'à la base, je ne peux pas mettre des machines, des convergentes et tout ça. Donc je suis resté vraiment sur ce qui prend le moins de place, de tout ce qui est entraînement libre, haltères, barres, disques. Après, j'ai un leg extension. On ne peut pas s'en passer du leg extension. J'ai une poulie vis-à-vis, une poulie basse, et le reste, ce n'est vraiment que des charges libres. Voilà, ton rack et tes barres libres en fait.
Voilà. Et d'ailleurs, ce que je tiens à préciser, c'est que, voilà, c'est que ma femme s'entraîne exactement pareil. Autant c'est une bikini. Donc, ça prouve bien que la base fonctionne. Les fondamentaux sont là quand même. Que la méthode fonctionne, que la méthode donne des résultats. L'idée, lorsqu'on fait une séance d'entraînement, avec un muscle en particulier, c'est de stimuler sa croissance. C'est-à-dire, c'est de stresser le muscle au point où il va y avoir une progression par la suite. En récupérant, on va pouvoir par la suite produire du tissu musculaire. Donc, peu importe les méthodes choisies, utilisées, ou les systèmes d'entraînement choisis, utilisés, l'essentiel, c'est de stresser le muscle au point où on va stimuler la croissance du muscle stressé. L'intensité qu'on met dans l'exercice et la technique. Absolument. Et la technique surtout. Et puis c'est personnalisé à Hervé, à son épouse, ça fonctionne très bien. Et puis il y a aussi, bon, le gym, tu l'as décrit, ce que tu as comme équipement, donc tu es indépendant, mais tu fais en fonction des outils que tu as, des machines que tu as, et on peut très bien faire. J'ai préparé la Nuit des Champions et 2 Olympias dans un petit gym à Toulon, donc avec le minimum possible. Donc, ce qui est important, c'est d'être motivé, c'est la passion, c'est l'objectif. Et puis aussi, c'est les qualités physiques, les qualités mentales. Hervé, on l'a souligné, est fort. Il est même très fort pour son poids de corps. Et donc, les qualités physiques l'aident à s'entraîner de la sorte. Il est certain que quand on est très fort, ben, les exercices de base conviennent également. Ce qui n'empêche pas de faire des mouvements propres, de beaux gestes, d'aller chercher la sensation musculaire quand même, d'être sûr que c'est vraiment le muscle qui produit l'effort. Et à partir de là, ben, en stimulant, en stressant au plus le muscle, eh ben, on stimule la croissance et on obtient des résultats. Francis a tout dit, et ce qui est bien, c'est qu'il rejoint mon ancien coach Thierry Ossénac de ma saison 2015. C'est vrai que tout ce qu'a dit Francis, c'est exactement ça. Mais c'est surtout la passion aussi, parce que beaucoup n'arrivent pas à s'entraîner quand ils sont seuls. C'est pas évident de s'entraîner seul, mais moi je préfère parce que déjà je ne suis pas freiné. Je n'ai personne devant moi, je ne vais pas aller demander sur un poste combien de séries il reste à la personne. Je peux enchaîner et je ne suis pas freiné parce que quand je reçois un programme d'entraînement comme de Thierry où c'est quand même des sacrés entraînements, je peux suivre mon programme sans être freiné. Il n'y a personne qui va me couper dans mon élan. Et ça, c'est important. C'est très important. Et puis pour la concentration aussi, Hervé. Tu es très concentré et puis tu peux faire un peu ce que tu veux. Après une séance d'entraînement, si tu as envie de te mettre en short et puis faire certaines postures, contracter tes pectoraux après une séance de pectoraux, ou les épaules ou le dos, tu peux te mettre comme tu le souhaites. Tu peux t'entraîner à l'heure que tu veux, même des heures de pointe. Il n'y a pas d'heure de pointe chez toi. C'est ça. Si j'ai pas placement. C'est énorme. Je peux prendre mes repas sans attendre. J'ai tout sur place. Franchement, ça c'est un gros avantage. Je ne pourrais plus m'entraîner. Je peux aller de temps en temps. Là, par contre, d'ailleurs, j'en profite. Il y a Anjo Pellegrin, mon ami, qui va ouvrir sa salle sur Ajaccio. On le salue, Anjo. Spark Gym. Et j'irai de temps en temps parce que je sais que c'est un vrai passionné et je sais que la salle sera à l'image de ce qu'il pense du bodybuilding. Donc, je sais que je vais pouvoir m'entraîner comme je le souhaite. Mais sinon, je ne pourrais plus m'entraîner dans une salle, surtout aux heures de pointe, à 19h. Non, franchement, je pourrais plus. Oui, ça s'explique. Alors, vous voyez, messieurs, en fait, le old school, si on résume un petit peu tout ça, mais on n'a pas fini, hein, si on peut continuer un petit peu, je pense que j'aurais déjà découpé en 1 ou 2, peut-être 3 épisodes, pour ceux qui regardent en ce moment. C'est un état d'esprit. On a parlé bien sûr que le bodybuilding, c'est beaucoup de concentration, c'est de la motivation, c'est l'abnégation, c'est un dépassement de soi. Hein, ça, on n'y revient pas. Le old school, on a vu que c'est un état d'esprit, c'est une atmosphère à l'époque. On en a des vidéos quand c'est assez loin, donc à travers surtout Pumping Iron et des vieilles images en noir et blanc. De ton époque, Francis, je sais que tu as quand même connu
le Even, le Frank Zane, comment on l'appelait, quand tu étais allé voir. Zane Even. Voilà, le Zane Even, merci de m'aider. Voilà, donc tu as connu cette époque-là. Parle-nous un peu de l'atmosphère de la Californie, de l'ambiance de l'époque, quand il y avait moins de réseaux sociaux, il y avait les feux de, enfin, la lumière n'était portée que sur vous, les champions athlètes, que par les gros médias de l'époque, c'est-à-dire les magazines de Joe et Ben Weider. Parle-nous un petit peu de cette ambiance, cette atmosphère électrique dans les gyms, justement. Oui, moi j'ai eu l'opportunité de signer un contrat avec Joe Weider. Et à partir de là, tout a changé pour moi. Je suis devenu quelqu'un de connu et reconnu dans le monde entier. Donc, à cette époque-là, en 1991, lorsque je signe mon premier contrat, parce que j'en ai eu plusieurs, avec Joe, je m'entraînais au Gold Gym. Je vivais à Venise, à 500 mètres de Chouachi, du restaurant d'Arnold. Je le cite encore une fois, parce que j'ai lu Arnold, donc il est dans ma tête en ce moment. Bien sûr. Et j'étais à 500 mètres du Gold Gym de Venise. Donc j'étais entre Santa Monica et Venise. Donc j'étais à Rose Avenue. Il y avait Gary Stridham qui vivait à peu près 500 mètres aussi de chez moi. Et moi, je vivais dans cette rue-là qui séparait Santa Monica et Venise. Et j'allais à pied au Gold Gym. Mais comme j'ai pris des mauvaises habitudes à l'époque, comme les Américains, je prenais mon 4x4 pour aller au Gold Gym. Et pourtant, on n'était pas loin. Hein. Enfin bref, et puis quand il faisait beau, et en Californie, il fait quand même relativement beau toute l'année, eh ben, j'allais à pied, mais il y avait ce souci d'économiser. Je sais qu'Hervé, il est comme j'étais, il n'était pas question de dépenser de l'énergie pour aller à pied au gym ou faire quoi que ce soit avant une séance d'entraînement. Très économe. Donc je prenais mon 4x4, j'allais me garer à Venise et puis je m'entraînais au Gold Gym. Il faut dire qu'à l'époque, eh ben, je m'entraînais à côté de Samir Banout, je m'entraînais avec Flex Wheeler à côté, c'est le rêve, Sean Ray, voilà. Donc Labrada, de temps en temps, quand il venait faire des séries de photos pour les magazines de Joe Weider, on se voyait, on se rencontrait, et tous les grands champions professionnels de la planète, et notamment américains, étaient obligés de passer par le Gold Gym en période de compétition, avant l'Olympia ou après l'Olympia, avant l'Arnold Classic ou après l'Arnold Classic, avant la Nuit des Champions ou après, ils venaient systématiquement, descendaient au Marina Pacific Hotel, qui était juste encore une fois à côté de Gold Gym, et s'entraînaient au Gold Gym tout simplement parce que Joe Weider avait ses magazines donc, à Woodland Hills, tout près aussi donc de Venise, pas très loin, et donc il venait faire une série de photos pour les magazines, donc il passait par le Gold Gym, et donc il y avait une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est ce que j'allais te demander justement. Au-delà de la communication autour des magazines et de Weider, est-ce que tu crois que c'était, moi je pense que oui, le passage obligé pour se transcender, pour vraiment déjà côtoyer l'élite et se dépasser? Oui. Bon. Puis c'était une finalité, tout le monde y est allé. Toi-même, tu t'y es installé pendant quelques années. Absolument, tout le monde y est allé. De l'époque d'Arnold, qui a pris son billet d'avion et qui a immigré aux États-Unis en 1968, je crois, ou quelque chose comme ça, grâce à l'intervention de Joe Weider, et puis qui a après habité donc, définitivement en Californie jusqu'à aujourd'hui, évidemment, et qui a fait la carrière qu'on lui connaît. Et puis, il y a énormément de culturistes européens aussi. Mais il ne faut pas oublier que le premier team Weider a existé dans les années 90. C'est vrai. Donc, tu en as fait partie. Moi-même, j'ai posé ma signature avec Sean Ray, Flex Wheeler, Lee Labrada, Frank Hilbrand, je crois Frank Hilbrand, etc. Alkim Albrecht, après, par la suite, il y en a d'autres qui sont venus. Donc, j'ai fait partie du premier team de l'histoire Weider, professionnelle. Hein. Donc, l'atmosphère était électrique, comme tu dis, je te reprends, Eric. Et c'est vrai qu'il y avait de la motivation, sans parler aussi de l'équipement. On avait différentes marques d'équipement. Il y avait Icarian, Nautilus, Paramount, j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, il est arrivé à Merschwangs, et puis Flex,
À propos justement, Enfin, excusez-moi donc on avait le choix à tous les niveaux. On pouvait faire de la leg extension un jour, par exemple, avec Flex. La fois d'après, quand on faisait les cuisses, on pouvait faire de la leg extension avec Paramount ou autre, Nautilus. Enfin, je veux dire que il y avait l'embarras du choix. Et puis, bon, le Gold Gym représentait 3 grandes salles et on pouvait donc naviguer d'une salle à l'autre. C'était bien structuré, c'était bien fait. Et donc, il y avait une ambiance. Et même les hommes d'affaires, même les politiques, les gens connus, célèbres, les sportifs de haut niveau, les footballeurs américains, etc., venaient s'entraîner au Gold Gym. Je m'entraînais à côté de Magic Johnson. Il y avait Jean-Claude Van Damme qui s'entraînait, qui faisait de la presse verticale. Je l'ai en tête puisque c'est là que j'ai fait la connaissance de Jean-Claude. Il finit sa presse verticale et puis il se lève et puis je vais le voir. Et il était qu'un Français qui faisait du Muay Thai à l'époque et qui l'a fait venir pour ses films, pour travailler avec lui, pour s'entraîner avec lui. Et là, je parle au passionné qui est Hervé, sport de combat. Et je me souviens plus de ce nom, hein. Je crois que c'était un Lyonnais. Et donc Jean-Claude l'a fait venir, et puis donc Jean-Claude me présente, enfin le Français me présente à Jean-Claude puisqu'il était avec lui, et puis voilà, je discute un peu avec Jean-Claude. Il était en pleine forme à l'époque. Jean-Claude, il préparait des films, bon, c'était les années 90, quoi. Il y avait aussi des producteurs de cinéma, des actrices, des acteurs connus, peu connus ou très connus, qui venaient s'entraîner au Gold Gym parce que c'était la Mecque. The place to be. Hein. Et Francis, c'était euphorisant. Ça me fait penser, quand tu parlais tout à l'heure de toutes ces machines, moi je retourne vers Hervé un petit moment. Le physique que tu as aujourd'hui, Hervé, il est fortement dû à ton style d'entraînement, mais aussi au matériel que tu as à disposition. Francis et Hervé, on voit aussi qu'il y avait un certain physique dans les années 60, 70 jusqu'à 80, il a un peu évolué par la suite. Mais si je remonte juste à l'époque d'Arnold, entre les années 60-70, puisqu'il a arrêté à 75, il est revenu à Monsieur Olympia 80, ils avaient tous des cages énormes, ils avaient tous des dos hyper épais, des trapèzes d'un autre monde, de l'espace, comme disent les jeunes de maintenant. Les jambes un petit peu moins peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, on voyait qu'il y avait un style d'entraînement, un style de physique. Oui, c'est un peu la marque old school, hein, c'est ce que je veux dire par là. Mais sur la grosse cage, c'est vrai ce que tu dis, Eric. Hein, si on prend la plupart des physiques de l'époque, c'est vrai qu'ils avaient une cage énorme. Mais c'est vrai qu'ils pratiquaient énormément de développé couché, qui se perd maintenant. Au détriment des machines guidées, etc. Hein, beaucoup ne ressentent pas la sensation voulue sur cet exercice, et beaucoup se basent sur des machines ou sur les haltères. Pour moi, le développé couché, je ressens vraiment tout le travail sur ma cage. Voilà. Après, c'est une question technique aussi. Si on n'a pas la technique, c'est... Et de morphologie, comme on disait en off tout à l'heure, un peu de morphologie. Voilà. Après, je ne dis pas que le bench, c'est... voilà, ceux qui disent qu'il faut absolument faire du squat, du bench ou du soulevé de terre, c'est pas vrai. Il faut faire en fonction de ses capacités. Ça, c'est sûr et certain aussi. Après, moi, je pense comme Thierry Ossena qui disait qu'un muscle évolue par l'influx nerveux qu'il reçoit. Voilà. Pour moi, un muscle plus fort, c'est un muscle plus gros. Je peux me tromper, parce que beaucoup pensent l'inverse, mais moi, c'est ce que je pense, et c'est ce que j'ai toujours fait. Je n'évolue pas avec d'autres méthodes, je n'évolue qu'avec celle-ci. Voilà. Je pense qu'après, maintenant j'ai 38 ans, je pense que après la quarantaine, je vais peut-être commencer à adapter. Je voudrais rassurer beaucoup de monde parce que quand je poste mes vidéos, ils pensent que je travaille tout le temps lourd comme ça, ce qui n'est pas vrai. Déjà, je ne travaille lourd que sur les mouvements polyarticulaires. Donc tout ce qui est isolation, deadlift, squat, etc. Ce genre de choses. J'augmente ma fourchette de répétition déjà. J'applique de l'intensité que je vais chercher dans plusieurs méthodes, comme l'isométrique, les drop sets, les tristet, voilà. Mais tout ce qui est sur mouvement polyarticulaire, c'est vrai que je garde du lourd. C'est-à-dire que ça reste entre 6 à 8 répétitions. Du lourd, Hervé, maîtrisé. J'ai vu chez toi, c'est maîtrisé. Ça peut être extrêmement lourd pour d'autres. Pour toi, c'est lourd, mais un lourd que tu maîtrises. Amplitude complète. Le lourd, il faut qu'il soit strict. Bien sûr. Si c'est du lourd pour soulever une charge d'un point A à un point B sans maîtrise,
Ça, c'est la blessure assurée et donc ça sert strictement à rien, et au contraire, c'est une régression derrière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je travaille lourd comme ça, on appelle ça la technique du bourrin, mais on est loin de la technique du bourrin. Au contraire.